Contrevent saison 2, ça commence maintenant. Alors, non, ça va pas marcher, votre truc. Vous allez tous les deux quitter votre travail, vous allez retourner vivre chez vos parents, et là, vous allez vous mettre à fond et vous allez voir ce que c'est que d'entreprendre. Bon, il est gentil, mais moi, ça fait depuis mes 18 ans que je suis partie de chez mes parents. C'est pour ça que j'ai fait de l'alternance. Il est hors de question que j'y retourne maintenant. On l'a fait, en fait, on a lâché l'appart, on a lâché... moi, j'avais quitté déjà mon alternance, j'avais fini l'alternance, Jason a démissionné, et on est retournés vivre tous les deux chez mes parents, à Saint-Seb. Et on s'est dit, ça va durer 3 mois, en fait, ça a duré 1 an et demi. Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon@moon-moon.fr si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire 3 choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-podcast. Ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. À bientôt. Et Antoine nous dit, mais Jason, t'es comptable ? Ah bah oui, mais il y a des problèmes de recrutement dans la comptabilité, non ? Oui, t'as raison Antoine. Et du coup, le lendemain, donc le soir, on a dit ok, il faut qu'on aille dans la compta. On a trouvé le nom de la Maconta et le lendemain, pour finir du coup et répondre à ta question, Jason pitchait la Maconta devant la promo Mayamater et personne n'y a rien compris. Enfin, personne n'a compris comment on était passé de l'un à l'autre en une nuit. Pour le coup, ça c'est un conseil qu'on a suivi, c'est que ça sert à rien de monter une boîte s'il n'y a pas de chiffre d'affaires ou, enfin, ça n'a pas d'intérêt. Autant faire une auto-entreprise, ça prend 10 minutes. Et comme ça, en plus, le jour où si on doit fermer l'auto-entreprise, c'est pas très grave. On a suivi les conseils qu'on n'avait pas bien suivis avant, qui étaient de vraiment faire des interviews. En fait, c'est ce qu'on a du mal à faire quand on se lance, c'est qu'on a le projet en tête, on a tout de suite envie de le voir se réaliser. Mais parfois, on pense pas à bien interroger les personnes concernées avant, celles qui vont demain être clientes et utilisatrices. Clientes, on est venu la voir avec notre Elementor dont je te parlais tout à l'heure. On lui a montré, on lui a dit voilà Christelle, voilà, ça c'est le futur du recrutement en expertise comptable. Est-ce que tu veux une page marque employeur chez la Maconta ? Et elle a dit oui. Salut Audrey. Salut Simon. Ça va ? Très bien et toi ? Ouais. Je vais commencer avec une question que je pose toujours, c'est si tu n'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire ? Je serais probablement en train d'écrire un email. C'est une petite blague qu'on a entre nous à chaque fois qu'on me demande d'aller chercher à manger ou même quand on m'appelle, je dis attends, j'écris juste un email et en fait une demi-heure après je suis toujours pas là. Ça t'évite de faire pas mal de tâches, c'est bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Oui, avec plaisir. Moi, je m'appelle Audrey Brulon, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice de la Maconta. Ouais. Quand tu as pitché la Maconta pour la première fois, tu t'en souviens ? La première fois qu'on a pitché la Maconta, donc c'est pas moi qui ai pitché, c'est l'un de mes cofondateurs, Jason. On était à Mayamater, donc c'est un programme d'accompagnement porté par la cantine qui dure 3 ou 4 mois et on y était en juillet 2019. Comme Captain Data, vous étiez ensemble ou pas ? Non, nous on était l'année d'après, ou encore d'après. On était la 3e année. Okay. Et bon, dans ce programme-là, on était arrivé avec un projet qui s'appelait Suitup, qui visait à aider les étudiants à trouver leur stage alternance premier emploi. Et en fait, c'était un business model qui était super dur à trouver. On a essayé de faire j'avais des questions sur le business model, on en parlera tout à l'heure. Bon, en tout cas, on en parlera. Le business model était compliqué. Du coup, on savait qu'il fallait qu'on pivote, qu'on change de projet. On voulait rester dans le domaine du recrutement. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment que chacun puisse s'épanouir dans sa vie professionnelle. C'est ce qui nous porte depuis le début. Et donc, on a échangé avec Antoine Scholl, que tu connais bien, que tu as déjà interviewé et qui est notre mentor depuis... de Shop Up Up, qui est notre mentor depuis 3 ans.
merci Antoine si tu nous entends, qui boit une bière avec nous un soir chez Maya, et on lui dit bon Antoine, il faut qu'on se spécialise dans un domaine, on ne sait pas encore lequel, on a réfléchi à plusieurs domaines, mais voilà, on voulait avoir ton avis. Et Antoine nous dit mais Jason, t'es comptable? Ah bah oui, mais il y a des problèmes de recrutement dans la comptabilité, non? Oui, t'as raison Antoine. Et du coup le lendemain, donc le soir on a dit ok, il faut qu'on aille dans la compta, on a trouvé le nom de la Maconta, et le lendemain, pour finir du coup et répondre à ta question, Jason pitchait la Maconta devant la promo Maya Mater, et personne n'y a rien compris, enfin personne n'a compris comment on était passé de l'un à l'autre en une nuit. On va revenir là-dessus sur Suitup, sur la Maconta en détail un peu plus tard. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit je veux être entrepreneur? Pas du tout. En fait, moi, j'ai jamais trop voulu être entrepreneur. J'ai pas fait exprès d'entreprendre. Quand j'ai fait mes études, j'étais en alternance pendant 5 ans, en fait. Et même dans le cadre de l'entreprise, j'avais l'impression d'entreprendre parce qu'on me laissait faire plein de projets. Et chaque fois que je proposais une idée, je pouvais aller au bout. Donc, en fait, pour moi, entreprendre, c'est... C'était de l'intrapreneuriat, en fait, déjà. Oui, voilà. C'est ça qui me plaît. De porter des projets. Ça marche. T'as déjà fait des interviews, j'ai vu. J'ai regardé un peu sur YouTube rapidement. Oui. Tu t'es fait interviewer quelques fois. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a déjà posée qui t'énerve particulièrement? Il y a une question qu'on me pose souvent. Alors je sais pas si on me l'a posée en interview, mais c'est, je sais pas si tu sais que Jason c'est mon conjoint. Alors je savais pas, tu vois. Et on me pose souvent la question, mais comment tu fais pour travailler avec ton conjoint? Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Moi je pourrais pas. Et du coup voilà, c'est une question que je comprends pas pourquoi ça fait si peur aux gens d'entreprendre en couple. Ouais, au contraire, je trouve qu'il y a moins de risques. On va parler de Suitup maintenant. Ok. Je pense bien. Suitup. Mais ça. Suitup, plutôt ça. Alors tu nous as dit que c'était ce projet avait été amené chez Maya Mater, etc. Mais comment ce projet il est né concrètement au tout départ? Le projet de Suitup il est né 1 an avant Maya Mater. C'était quand j'étais encore à l'école, à l'IDRAC. Mon master, il y avait une spécialisation stratégie de marque et innovation. Et dans la partie innovation, il y avait un cours qui était vraiment très intéressant sur l'entrepreneuriat, qui était fait d'ailleurs par Donatienne Delorme, qui est une chercheure en fait autour des business models, qui t'intéresse au business model. Elle nous avait fait des cours sur l'entrepreneuriat. Je trouvais ça intéressant. On devait faire un projet fictif. Ouais. Ça arrive souvent comme ça. J'ai eu l'idée de me dire c'est vrai que les étudiants ils ont du mal à créer leur réseau. Moi j'allais au Machef, j'allais à pas mal d'événements réseau, et je voyais que les autres étudiants ne le faisaient pas du tout. Donc je trouvais ça intéressant de lancer une initiative là-dessus. C'est pour ça que j'ai testé. Et puis après je me suis dit c'est quand même sympa comme projet. Donc en fait c'était une plateforme de mise en relation entre étudiants et professionnels, qu'on a mis en place avec au début un Wix, puis un WordPress, et avec Jason, donc qui était déjà mon conjoint à l'époque. On a décidé de se lancer sur le projet ensemble à la fin de mon alternance, donc en septembre 2018. Ok. L'idée c'était de créer une plateforme en fait sur laquelle les gens mettaient leur CV, et les étudiants surtout mettaient leur CV, et les boîtes allaient recruter directement sur la plateforme plutôt que les étudiants aillent démarcher plusieurs entreprises. En gros, c'est ça. Ça, c'était l'idée finale, parce qu'on est passé par plein d'idées. Et la toute première idée, c'était les professionnels qui s'inscrivaient sur une plateforme pour permettre aux étudiants de les solliciter, de faire des interviews et de pouvoir découvrir en fait les métiers. Et aussi, ça aidait bien sûr à trouver un stage. Okay. Vous avez réussi à trouver des entreprises justement que ça intéressait, justement, cette proposition de valeur oui, mais qui n'étaient pas prêtes à payer. C'était ça un peu le problème. Et puis même les étudiants n'étaient pas vraiment prêts à prendre du temps pour rencontrer des professionnels. Ça leur faisait peur. Enfin, c'était vraiment très difficile des deux côtés. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait plein de projets différents. Après, il y a des boîtes qui ont très bien réussi là-dessus. Il y avait My Job Glasses qui existait déjà à l'époque, et qui ont levé, je crois, pas mal d'argent. Donc comme quoi, c'est un sujet qui intéresse. Job IRL. Enfin, il y a quelques initiatives quand même qui ont continué là-dessus. Nous, avec Jason, on avait... Finalement, c'était un projet qui demandait quand même beaucoup d'investissement, côté intéresser les étudiants à leur avenir et intéresser les professionnels aux étudiants. Donc, c'était peut-être pas le projet qui nous correspondait le mieux. On a testé plusieurs choses ensuite. Et comment justement vous avez switché à ce que je viens de décrire, c'est-à-dire plutôt la plateforme où les gens s'inscrivent, etc.
C'était quoi le déclic? Vous avez dit merde, ça marche pas trop, en fait on n'a pas trop de business model. Bon, même si Oui. au final, le business model a été compliqué. On est passé par une phase événementielle. On s'est dit, en fait, faisons rencontrer les étudiants et les professionnels directement dans un lieu qui serait pas l'école et qui serait pas l'entreprise. C'est pas des visites d'entreprise. Donc un bar. Et en fait, on a fait un événement avec l'école l'ENC, d'ailleurs, à Nantes, qui s'est super bien passé. On a fait venir des entrepreneurs dans un bar. Une classe il y avait même 2 classes qui sont venues. On a animé, on avait prévu quelques jeux, etc. Et en fait, les étudiants se sont rendus compte qu'ils pouvaient échanger avec des professionnels naturellement autour d'une bière. Et ça a beaucoup plu, ça a super bien marché. Donc, ils étaient prêts à le refaire. Après, on s'est dit quand même que c'était difficile de faire de l'événementiel et que même si moi, dans le cadre associatif, j'aime bien en faire, j'avais pas trop envie de... C'est ton temps à faire ça, quoi. Exactement, et puis j'ai bien fait finalement, puisque aujourd'hui, l'événementiel, c'est un peu plus complié d'en faire. Ouais, c'est sûr. En tout cas, sur ce format-là. Oui, ça reviendra. Et toi, des exemples de jeux que vous aviez fait pendant cette soirée ou pas? On a fait un quiz sur les startups de Nantes pour faire connaître un petit peu les startups, les entrepreneurs. Vous aviez mélangé oui, il y avait plusieurs équipes. Et dans chaque équipe, il y avait 1 ou 2 entrepreneurs. L'objectif, en fait, au-delà de faire un jeu, c'était surtout qu'ils puissent discuter. Ouais. Et c'est pour ça qu'on les a mis en petits groupes mélangés. Et il y avait quand même beaucoup de temps pour discuter, surtout. C'était ça qui était important. Et nous, on menait... Il y avait eu des présentations, évidemment, aussi de chaque entreprise. Et donc, après ça, on a réfléchi à quel est le problème aujourd'hui des stages. Parce qu'en fait, les jeunes ont du mal à trouver des stages et alternances. Comment ça se fait et qu'est-ce qu'on peut faire? Les stagiaires, ils envoient une centaine de candidatures aux entreprises. Les entreprises reçoivent des centaines de candidatures, n'ont pas le temps de les traiter. Et on s'est dit, ça fait quand même beaucoup de candidatures. Et c'est là qu'on a eu l'idée de créer plutôt une plateforme qui permettrait aux étudiants de s'inscrire directement, avec un aspect un petit peu soft skills aussi. Il y avait un intérêt à ça, puisque les étudiants ont souvent peu d'expérience. Ouais. Et donc, le fait de mettre en avant ce qu'ils savent faire, c'était pertinent. Sans forcément les expériences. Et ça a super bien marché. En tout cas, en 2 semaines, on a eu plus de 500 inscriptions d'étudiants. Ouais. Sans mettre de pub, rien, juste en faisant une vidéo où on se baladait à la cantine, parce qu'on était à la cantine à l'époque. Vous êtes dehors aussi. Oui, tu l'as vu. Ouais. on a bien rigolé. Et ça a bien marché côté étudiant. Mais pareil, du côté entreprise, personne n'était prêt à payer pour trouver ses stagiaires. Donc, le business model était encore compliqué. Il aurait fallu avoir beaucoup de monde sur la plateforme pour que ça marche, probablement lever des fonds et on a laissé un peu le projet. Enfin, c'est pas qu'on l'a laissé le projet, c'est qu'on a pivoté vers la Maconta assez rapidement et ça nous a plus intéressé. Parce qu'à ce moment-là, du coup, sur la fin du projet de Sweetup, vous étiez encore chez Mayamater, mais Mayamater, c'est sur plusieurs mois, voire même plusieurs années, 1 an et demi. Oui, non, c'est... Vous étiez à quel processus de Mayamater quand vous avez commencé à passer sur la Maconta? Au tout début, on avait fait Pépite. Je l'ai pas dit, en septembre, on a commencé par l'accompagnement de Pépite. Vous avez fait tous les accompagnements possibles du monde, quoi. Quelques-uns. Et c'était super structurant, d'ailleurs. Ensuite, on est arrivé à la cantine. On est resté 2 ans et demi à la cantine. Et entre-temps, on a fait Mayamater pendant 4 mois. Donc, c'était sur la 3e édition. Donc, ça a duré 4 mois. Et aujourd'hui, récemment, on a été sollicité pour venir faire un retour d'expérience avec ceux qui se lancent aujourd'hui. Mais quand vous étiez à la cantine, c'était complètement décorrélé du fait que vous étiez chez Mayamater. C'était juste vos bureaux qui étaient là-bas, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, on est revenu à la cantine qu'après. En fait, on avait arrêté parce qu'on travaillait à Mayamater. C'était dans une école à côté de Saint-Félix. C'était super sympa. Et pour parler de Pépite, parce qu'on en parle de temps en temps sur le podcast, qu'est-ce que tu viens de dire que c'était structurant, donc c'est plutôt positif. Mais c'est quoi ton retour d'expérience par rapport à ça? Est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent peut-être d'aller démarcher Pépite pour peut-être se faire accompagner par eux? C'est quoi le principe exactement? Est-ce qu'ils financent une partie ou c'est juste de l'accompagnement? Pépite, c'est juste de l'accompagnement. Il n'y a pas de financement. Après, ils peuvent mettre en relation avec des financeurs si besoin. En fait, c'est plutôt un programme qui est prévu pour les étudiants et les jeunes diplômés. Moi, quand j'ai fait Pépite, je venais juste d'être diplômée. Donc c'était le bon moment. Ils ont 2 accompagnements, un pour les étudiants où tu peux faire en gros ton stage de fin d'année, je crois, en même temps de faire Pépite, donc c'est super intéressant. Ça permet d'entreprendre en faisant son stage, ce qui est plutôt sympa. Et le programme, je sais plus exactement, Booster ou quelque chose comme ça, qui permet...
j'ai plus le nom en tête. En tout cas, c'était un programme où on est vraiment à fond dans le projet. Il n'y a pas de cours à côté. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai rencontré des personnes super chouettes qui m'ont apporté beaucoup. On avait des formations qui, parfois, m'ont servi 3, 4 mois, 6 mois plus tard. En tout cas, j'avais toujours gardé ça. Et puis l'accompagnement aussi. Moi, je sais qu'il y a plein de conseils que j'ai pas du tout suivis à l'époque et que j'aurais dû suivre. Quand tu finis tes études, tu as déjà commencé plus ou moins à lancer Suitup, c'est ça ? Oui, parce que Suitup, on a commencé en septembre 2017, en fait, le projet fictif à l'école. Et on a vraiment décidé de se lancer en juin 2018. Et ça s'est passé comment, justement, ce passage dans le grand bain, quoi, tu vois, de se dire, ok, on essaye de lancer une boîte. Comment ça s'est passé dans votre tête ? Est-ce que vos proches, comment ils ont réagi ? Oui, c'était assez marrant. Moi, je me disais, bon, l'idée est cool, on va tenter. Je suis allée voir, du coup, un de mes profs, Prash, pour lui dire, bon, Prash, est-ce que vous avez des conseils à me donner pour entreprendre ? Et il m'a dit, oh non, moi, faut pas me demander à moi, faut demander à des vrais entrepreneurs. Appelle Antoine Schull. Alors, je dis OK, donc j'appelle Antoine, il me dit OK, on se voit samedi 14h à l'IMT, parce que ses bureaux étaient là-bas. Je fais bon, Jason, on va aller voir Antoine. Si vous voulez lancer une boîte, appelez Antoine. Ça marche apparemment. Oui, pour le coup, c'est vrai qu'il nous a beaucoup aidé. On l'a rencontré, ça a été la rencontre, je pense, qui a fait basculer. Parce qu'on lui a raconté un petit peu notre projet. Moi, j'avais prévu de travailler un petit peu, en même temps de lancer le projet peut-être à mi-temps. Et puis Jason disait, oh, moi je travaillerai le soir dessus et la journée je resterai ce qui était auditeur financier. Auditeur financier, ça prend beaucoup de temps, hein. On est souvent en déplacement, donc c'est compliqué d'entreprendre en même temps, mais on croyait que ça pouvait le faire. Et Antoine nous a dit, non, ça va pas marcher votre truc. Vous allez tous les deux quitter votre travail, vous allez retourner vivre chez vos parents et là vous allez vous mettre à fond et vous allez voir ce que c'est que d'entreprendre. Alors, là, je me dis, bon, il est gentil, mais moi, ça fait depuis mes 18 ans que je suis partie de chez mes parents. C'est pour ça que j'ai fait de l'alternance. Il est hors de question que j'y retourne maintenant. En plus, avec Jason, on avait un appart de 60 mètres carrés. On était bien installés à Nantes. Mes parents habitent à Saint-Cep, c'est pas très loin. Bon, on s'est dit, on va peut-être pas suivre ce conseil-là. Et puis, il nous a donné plein d'autres conseils, mais c'est celui-là que j'ai vraiment retenu parce que 3 mois après, on l'a fait, en fait, on a lâché l'appart, on a lâché... moi, j'avais quitté déjà mon alternance, j'avais fini l'alternance, Jason a démissionné, et on est retournés vivre tous les deux chez mes parents, à Saint-Cep. Et on s'est dit, ça va durer 3 mois, en fait, ça a duré 1 an et demi. Donc, merci papa, maman. Ils ont dit quoi tes parents quand t'as pris cette décision-là ? Ils ont été parfaits, ils m'ont dit avec plaisir, ils nous ont accueillis, donc c'est les meilleurs, quoi. Pendant 1 an et demi, quand même. Oui, au début, on leur a dit 3 mois. Comme quoi, il faut suivre les conseils d'Antoine Schull. Donc appelez-le, son numéro, c'est le... donc du coup, Jason, c'est ton conjoint, donc tu l'as rencontré dans ta vie classique, mais vous avez un 3e cofondateur ? Oui, Kylian, que j'ai eu la chance de rencontrer juste avant. Comment vous le rencontrez ? Comment il s'intègre dans le projet ? Kylian, on le connaissait déjà. Moi, ça fait 6 ans et demi qu'on est ensemble avec Jason et ça fait 7 ans que je connais Kylian. Donc, on s'est connus tous un petit peu en même temps, finalement. Ouais. On était amis. Okay. Avec Jason, nous, on s'est lancé en entrepreneuriat avec Suitup. Kylian s'est lancé en entrepreneuriat avec d'autres projets. Et au moment où on était chez Maya Mater, nous, Jason, comme je t'ai dit, il était auditeur financier, il est comptable. Moi, je viens du marketing. Il n'y en a aucun de nous deux qui savait coder, même si on savait faire un WordPress rapidement avec Elementor. Hein. Ouais. C'est bien pour faire un MVP. Et d'ailleurs, on en était très fiers. Mais on s'est vite rendu compte que de rentrer tous les cabinets sur le site à la main avec Elementor, ça devenait compliqué. Toutes les pages ne se ressemblaient pas. Puis en termes de référencement, je ne pense pas que Elementor ce soit ce qu'il y a de mieux. Donc, on s'est dit, il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour faire la partie tech. Donc, on a sollicité Kylian. On a dit, Kylian, il faut qu'on fasse un MVP un petit peu plus robuste. Lui, il avait un statut freelance, en plus d'entreprendre. Donc, il lui a dit, est-ce que tu peux faire une mission de
2-3 semaines avec nous pour lancer le site. Ouais, on croyait aussi qu'un site pouvait se lancer en 2-3 semaines. Et au final, pendant 4-5 mois, on a travaillé ensemble sur ce modèle-là où il était freelance avec nous. Et d'ailleurs, il était souvent chez Maya, du coup. Ouais. Et puis, en janvier 2020, on lui a dit, bon, Kylian, maintenant, voilà, il est temps de rejoindre le projet pour de vrai. Tu le suis depuis le début, donc... Et ça il commençait à y avoir un peu de traction, ça a fonctionné, oui. Le site à ce moment-là? Oui, on avait les premiers clients, on avait des candidats, donc oui, il commençait à y avoir un peu de traction. Le site commençait à tourner, donc c'est peut-être ça aussi qui l'a intéressé, il faudra lui demander. En tout cas, il a accepté de nous rejoindre en tant que cofondateur et CTO. Comment vous êtes allé démarcher, on va dire, les cabinets comptables avec cette idée-là? Peut-être qu'ils se sont dit, bah, non, il n'y a pas besoin, ou comment ça s'est passé? Ou tout de suite, ils se sont dit, bah oui, on a besoin de cet outil-là. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un vrai truc, quoi. Vous avez trouvé le point qui... Enfin, Antoine Cheux l'a trouvé. Oui, c'est ça, on doit tout à Antoine. Oui, donc quand vous êtes allé voir les premiers clients, les premiers cabinets, tout de suite, ils se sont dit, ouais, c'est génial comme idée, quoi. Bah, disons que pour le coup, on a écouté les conseils, enfin, on a suivi les conseils qu'on n'avait pas bien suivis avant, qui étaient de vraiment faire des interviews. En fait, c'est ce qu'on a du mal à faire quand on se lance, c'est qu'on a le projet en tête, on a tout de suite envie de le voir se réaliser. Mais parfois, on ne pense pas à bien interroger les personnes concernées avant, celles qui vont demain être clientes et utilisatrices. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on a fait tout de suite. Mais on a commencé par les candidats. Parce qu'en fait, dans le marché de l'expertise comptable, enfin tout le monde le sait peut-être pas, mais c'est un marché qui est extrêmement en tension. C'est difficile de recruter des comptables, et donc c'est un petit peu eux qui ont le pouvoir. Donc c'est eux qu'on est allé voir en premier. On a interviewé au début une centaine de comptables, collaborateurs comptables, assistants comptables. Ou vous êtes passé par une structure? Oui, on l'a fait nous-mêmes. Oui, vous êtes allé chercher sur LinkedIn pour... C'est ça, par LinkedIn, en allant aussi dans les classes. Comme ça, on a tout de suite beaucoup d'étudiants d'un coup, donc on peut leur poser plein de questions. Et enfin, par téléphone aussi, on a contacté pas mal de personnes. On avait une grille et puis on leur posait plein de questions sur qu'est-ce qui faisait qu'ils choisissaient un cabinet, pourquoi aller en cabinet, par rapport aux solutions existantes, qu'est-ce qui manquait. Parce que c'est bien de créer un site, mais il faut que ça ait un impact, il faut que ça ait une utilité. Et aujourd'hui, les candidats reprochaient vraiment aux offres d'emploi habituelles d'être déjà de ne pas pouvoir se projeter trop, parce qu'en fait, quand tu es collaborateur comptable, que tu sois dans un cabinet ou un autre, assez souvent, les missions elles vont être similaires. Par contre, ce qui va changer, c'est l'ambiance, c'est le management, enfin les outils aussi, les outils utilisés. Et toi qui es développeur, selon la stack que tu utilises, tu vas t'amuser ou un peu moins. Bah là, c'est pareil avec les logiciels qu'ils utilisent tous les jours. Ouais. Donc, avec toutes ces données-là, on a commencé à réfléchir à une solution qui était donc une plateforme vraiment de marque employeur à destination des cabinets. Le côté spécialisé était très important parce que l'expertise comptable, c'est un domaine qui est spécifique, qui est de niche. Et nous, on était contents de s'y intéresser. En plus, Jason connaissait aussi bien le domaine puisqu'il en venait. Et après, très rapidement, parce que chez Maya, l'idée, c'était quand même de faire son premier chiffre d'affaires pendant Maya. Donc, c'était un peu le challenge. Et on a été mis en relation avec Christelle Nog, donc, qui est l'expert comptable associé de GESCO, qui est basé d'ailleurs à Nantes. Et ça a été notre première cliente. On est venu la voir avec notre Elementor dont je te parlais tout à l'heure. On lui a montré, on lui a dit, voilà Christelle, voilà, ça c'est le futur du recrutement en expertise comptable. Est-ce que tu veux une page marque employeur chez la Maconta? Et elle a dit oui. Okay. Donc c'était notre première cliente. L'idée c'est un peu, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à une espèce de Welcome to the Jungle, mais très très spécifique à la Maconta. Exactement. Quoi. Donc c'est vrai que ça donne très envie de se dire ouais, en fait, parce que évidemment, je pense que je vais m'enfoncer une porte ouverte, mais la comptabilité c'est pas très sexy. Donc, c'est ce qui se dit. L'idée c'était de rendre un truc un peu sexy, de dire ok, les boîtes de comptabilité ça peut être aussi un peu sympa avec une bonne ambiance, etc. Quoi, c'était un peu ça aussi que vous avez spoté, j'imagine. Oui, il y a un gros enjeu au niveau de l'attractivité du métier. Nous on a envie qu'il y ait évidemment plus de jeunes qui se lancent dans l'expertise comptable. C'est vrai qu'on a rarement, quand on est petit, un expert comptable autour de soi, et donc il y a très peu de vocations qui se font autour de ça. On en voit passer, mais c'est assez rare. Et nous, on travaille aussi à rendre le métier beaucoup plus sexy, beaucoup plus sympa. Ouais, c'est clair, c'est un peu ce rôle-là que vous avez, quoi. Parce que c'est le cas en plus. Moi, pour le coup, qui connaissais pas les cabinets d'expertise comptable avant, maintenant, je vais très souvent dans des cabinets. Et il y en a, j'ai vraiment envie de travailler là-bas. Donc, une question un peu que je pose un peu tout le temps, mais
avec quel argent vous avez démarré? Alors, vous avez été accompagné par MyAmeter, où vous n'avez pas eu besoin de payer, vous avez été hébergé, machin, etc. T'as vécu chez tes parents. Mais est-ce que vous avez eu besoin de lever des fonds, ou est-ce que c'est le site qui s'est autofinancé au démarrage? Comment vous avez fait pour payer le développement? Peut-être Kylian au démarrage, d'ailleurs? Oui, exact. La première chose déjà, c'est le premier financeur de start-up, je pense que c'est Pôle emploi. Ouais. Donc on en a bénéficié, merci Pôle emploi. On en a bénéficié pendant assez longtemps, ce qui nous a permis aussi de pouvoir rapidement recruter, d'abord en stage. On a eu un premier stagiaire assez rapidement. Là, bon, maintenant on est une équipe de 8. Pour les financements, on est aussi allé voir la banque pour avoir un premier prêt. Enfin, puis 2 prêts. Et là, aujourd'hui, on réfléchit à cette histoire de levée de fonds. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a vraiment besoin, enfin, on est en croissance, on a besoin de se développer plus. C'est une question un peu plus très spécifique avec le contexte actuel de la crise, etc. Mais quelle place la crise sanitaire a eu dans la boîte? Est-ce que ça a changé des choses dans votre façon de fonctionner? Ou même sur votre peut-être croissance, tu vois, je sais pas. Alors nous, on a créé la société en février du coup 2021. Donc le Covid est arrivé. 2020, tu veux dire? On est en 2021. Oui. 2020. En février 2020. Et le Covid est arrivé juste après. En fait, depuis qu'il y a le Covid, moi j'ai perdu 1 an. Et en fait, tout ce que je dis, à chaque fois, il y a 1 an qui disparaît. Donc c'est pour ça, c'est faux. Donc on a été créé juste à ce moment-là. Alors déjà que c'était la période fiscale, ce qui est quand même pas évident puisque les comptables sont très occupés pendant cette période fiscale qui se termine en mai-juin. Donc c'était déjà pas le meilleur moment pour nous de se lancer. Et en plus le Covid qui a fait qu'on était tous en télétravail. Nous on venait d'embaucher notre premier stagiaire. On n'avait jamais fait de management. Alors imagine le management en télétravail. On s'est dit oh là là. En plus c'était un jeune de première année. Donc on s'est dit bon, on va voir. Et en fait, ça s'est super bien passé parce qu'il était hyper autonome. Lucas, il faisait la com, on était en visio, ça se passait super bien. Donc sur cette partie-là, une bonne surprise. Sur la partie business, du coup, ce mois-là, on a plutôt fait des partenariats avec des logiciels, ce qui a été vraiment très enrichissant puisqu'aujourd'hui, on est encore en relation avec eux et on s'entend super bien. Et après, on a réussi à reprendre le business à la fin de la période fiscale et quand tout le monde s'est un petit peu habitué au Covid et au fait d'être en télétravail, parce que les cabinets d'expertise comptable n'étaient pas les plus habitués au télétravail et à la dématérialisation. Donc ça a été aussi un gros sujet pour eux. Okay. Le recrutement passant un peu après. Et là, ça y est, c'est revenu... La normale. Oui. Qui a eu l'idée du nom de votre mascotte qui est Lama Scott? Je trouvais ça très, très drôle. Alors le lama déjà c'est drôle, ça vient de Maya. En fait chez Maya nous on s'appelait Soutup, il y avait d'autres projets et on se disait, et on avait un lama qui est derrière moi. Okay. C'est ce lama là en poster et on le trouvait marrant et on s'était dit ce serait marrant qu'il y ait une boîte qui s'appelle Lama. Et comme une semaine après ou 2 semaines après, on a changé de business et qu'on devait se trouver un nouveau nom, on s'est dit tiens, on va reprendre le lama. Et puis là, j'ai sorti Lama Compta. Et après, la mascotte, Scott, Lama, c'était, je sais plus si c'était mon idée ou peut-être celle de Jason. En tout cas, voilà comment est venu le lama. Parce que j'ai vu un de tes interviews où tu réponds aussi, il te pose des questions pourquoi le lama. Ah oui. Il va trouver ça sympa les lamas et comme la compta c'est un peu chiant, et on a. Ah oui, tu veux le. Si, l'officiel. Non, c'était pas ça que je voulais comme réponse, mais c'était juste. La version officielle et puis la version aussi qui est retravaillée derrière parce que comme je te disais, j'ai fait un master stratégie de marque, donc je vais pas non plus choisir ma marque juste parce qu'on avait un poster de lama. Ce que j'aimais bien dans le lama, outre le fait que c'est un animal, j'aime bien les animaux. Soutup avant c'était un raton laveur. C'est le fait que le lama, il y a beaucoup de préjugés autour du lama. Et la compta aussi, comme tu disais, tu dis... officielle ou officieuse je sais. Ça, c'est la version officielle, ça. Parce que la version officieuse, c'est le lama qu'on a trouvé... on avait envie que ce soit lama. Et vraiment, dans la compta, comme tu disais, c'est un métier qui paraît pas sexy. Alors qu'en fait, ça l'est. En tout cas, dans plein d'endroits. Donc, on avait envie vraiment d'associer le lama qui a des préjugés, mais qui est un super animal avec la compta. Ça vous permet d'avoir un super logo aussi. Je le trouve vraiment très bien. Je te remercie. C'est Pierre qui l'a fait. Pierre Jousseau. Pierre, si tu écoutes ça, je te redirai tout à l'heure, mais c'est un super logo.
Là, on va parler un peu de... Tu as aussi une position de vice-présidente à la Jeune Chambre économique de Nantes Métropole Sud-Loire. Il n'y a pas plus long comme nom, je pense. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et ton rôle là-bas ? Oui, alors en effet, c'est vrai que la Jeune Chambre économique de Nantes Métropole Sud-Loire, c'est un petit peu long. Moi, j'étais obligé de regarder mes notes, parce que sinon... Je comprends. Entre nous, on dit JCE-NMSL. Oui, c'est vrai que c'est plus simple. Mais il faut un peu de temps pour s'y habituer. En effet, donc la Jeune Chambre économique, c'est une association qui est mondiale, enfin qui est internationale. Okay. C'est vraiment un chouette mouvement et qui a un impact vraiment local, voire hyper local, puisque à Nantes, on a même 2 jeunes chambres, la Jeune Chambre de Nantes et nous, du coup, on a la Jeune Chambre de Nantes Métropole Sud-Loire. Et notre objectif, c'est d'avoir un impact positif sur les territoires en menant des actions. Donc là, par exemple, pendant le confinement, j'ai participé à une action qui s'appelait Solidareuser et qui visait à aider les commerces de Rezé à s'en sortir avec l'achat de masques, de protection, etc. Donc on les a vraiment accompagnés là-dessus. Il y avait aussi Solidarissime à ce moment-là, qui était une carte qui permettait de regarder tous les commerces qui étaient ouverts pendant le confinement. Okay. Mais on fait aussi des actions comme le World Cleanup Day en septembre. Ah oui, c'est la journée où tout le monde part ramasser peut-être des déchets. Les déchets, ouais, exactement. C'est ce genre. En fait, nous, toutes nos actions. J'ai vu que tu avais été en Nouvelle-Zélande faire du. T'étais jeune fille au père en Nouvelle-Zélande, non ? Oui. Ouais, ça vient de là parce que je sais qu'ils le font en Australie, en Nouvelle-Zélande. Enfin, ça c'est très ancré dans la. Ça vient pas de là visiblement, mais c'est très ancré en tout cas dans la culture là-bas. De faire une journée par an où toute la boîte va sur les plages ou vont sur les plages ou je sais pas où. Ah bah en réalité je sais pas du tout d'où ça vient, je sais que c'est mondial, mais je fais pas partie de cette commission donc je connais pas toute l'histoire. J'y ai participé en tant que participante, ramasser les déchets. Par contre j'ai pas participé à toute l'organisation parce qu'en fait à la Jeune Chambre on fonctionne par commission. Tous les ans il y a 3-4 commissions qui mènent un projet. Moi cette année par exemple c'est autour du bonheur et de l'optimisme. On est en train de chercher à faire un super événement d'ailleurs pour promouvoir le bonheur parce qu'on trouve qu'en ce moment il y a pas mal d'événements un peu moroses donc c'est le sujet. Il y a une autre commission sur le gaspillage alimentaire et tous les ans on fait des commissions qui durent 1 an et qui ont pour vocation d'être transmises. Et j'ai aussi une partie de mon engagement à l'association qui est dans le bureau où justement je fais la partie secrétariat, communication, convivialité, même si la convivialité on a hâte qu'elle revienne. Donc je participe à l'animation des réseaux sociaux, la communication interne parce qu'on est 25 membres donc il faut aussi faire passer les informations. Là on arrive dans une partie de l'interview où je vais commencer des phrases et je vais te demander de les finir. Attention. Ok. Voilà. T'inquiète, ça va bien se passer. La compta, c'est un truc ringard, mais venez voir. Sur la ma compta, vous verrez que c'est très sexy en fait. Exactement. L'avantage d'entreprendre jeune, c'est qu'on n'a pas d'idées reçues. Un peu moins peur peut-être. Oui, en plus on risque rien. C'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit en fait, ça marche pas, on risque rien. Au pire, comme dirait Antoine, au pire on sera super employable. Le principe de ma prochaine boîte, c'est simple, c'est... J'ai un sujet, mais j'ai l'impression que tout le monde dit ça dans les podcasts, donc je suis pas la seule à penser à ça. C'est de lancer une école. J'ai l'impression que ça revient super régulièrement. Je pense qu'on a tous été traumatisés par l'école. Je sais pas si ça revient tout le temps, mais ça fait plusieurs fois là, en effet, récemment qu'on me le dit. Ah oui. Ouais. Mais moi, mais tu vois, moi, je suis pas très original aussi, mais je trouve que c'est un sujet particulièrement intéressant. Je crois qu'il y a pas mal d'initiatives là-dessus, donc je suis un peu de près ce qui se passe, et puis pourquoi pas un jour me greffer sur un projet éventuellement. Voilà, c'est ça. Le truc qui m'a empêché de dormir pendant plusieurs jours, une fois, c'était de trouver les premiers clients. Enfin, le premier client, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à trouver. Ouais. Ça te stressait de pas trouver justement le premier client ? Bah oui, parce que c'est important pour moi, c'est une validation. En plus, nous, avec Suitup, on a quand même passé 1 an sans chiffre d'affaires. On avait 0 chiffre d'affaires. Il y avait de l'attraction sur certains projets et c'était chouette. Et puis, il y avait des impacts positifs. Mais tant que tu n'as pas fait ton premier chiffre d'affaires, c'est compliqué de te dire que le projet est pérenne et qui va pouvoir durer dans le temps. Ce qu'il faut faire pour être recruté, c'est... Je te dis ça parce que j'ai vu que tu avais participé aussi à une conférence en ligne où c'était c'est comment faire pour être recruté. Donc j'attends que tu nous dises comment. C'est vraiment personnaliser sa candidature
nous on reçoit des tonnes et des tonnes de candidatures et en fait elles sont quasiment jamais personnalisées. Même pas un mot pour se présenter. Je vois des personnes qui sont en reconversion, qui m'envoient un CV avec toute leur expérience de cuistot, mais qui disent pas dans leur CV qu'ils sont en reconversion et qu'ils veulent faire de la compta maintenant. Parce que oui, il y a plein de gens qui se reconvertissent vers la compta parce que c'est chouette. Oui, mais en effet, il faudrait le préciser, quoi. Et c'est important de le préciser. Et puis aussi beaucoup, je parlais tout à l'heure des étudiants qui envoient une centaine de CV. Et en fait, je passe souvent dans les écoles et je leur dis, mais arrêtez tout ça, faites-en déjà 5 bien. Et dans des cabinets ou des entreprises où vous avez vraiment envie d'aller. Et si vous avez vraiment envie d'y aller, déjà, vous serez beaucoup plus convaincant. Parce que nous, on n'a pas envie de recruter des gens qui voudraient aller n'importe où. On a envie de recruter des gens qui veulent venir pour nous. Et donc, c'est de personnaliser à fond sa candidature, quitte à être un peu original. Ça fait jamais de mal. Ouais, complètement. Et j'ai l'expérience en ce moment même. Parce que... on a pas mal de demandes de community management. Alors on fait pas ça à la base chez Moon Moon, mais on en a de plus en plus. On se dit bon, c'est con, le travail qu'on nous demande, faudrait qu'on le donne à quelqu'un, quoi. Donc on cherchait un freelance community manager. Donc j'ai fait une annonce sur LinkedIn. J'ai eu plein de CV, plein de trucs qui sont arrivés. Et en effet, j'étais hyper étonné. J'ai eu les 3/4, c'était avec des lettres de motivation. Je déteste ça. Ne m'envoyez pas de lettres de motivation. je déteste. Je détestais le faire moi-même à l'époque, donc je déteste les lettres de motivation. Pas du tout original, donc ne faites pas ça. Envoyez-moi une vidéo. Bref, je digresse. Ouais, c'est bien vu sur ce sujet de la communication. En effet, si tu veux être community manager, fais un post. Ouais. Mais même, et montre-moi ce que t'as fait en fait. Oui. Mais j'ai une personne qui hier m'a envoyé un mail en disant bon, je pense que tu t'en fous de mon CV machin, voilà ce que j'ai fait, tu vois. Et je fais bah ouais, voilà, tu vois. Ça c'est juste envoyé les liens, des trucs et tout. Ça parlera plus que que je t'envoie un CV ou une machin. Je fais bah oui. Je lui ai répondu. Je fais bah ouais, c'est cool. Donc oui, clairement ça permet de se différencier, vous voyez. Ouais, vous embêtez pas. Vous embêtez pas à faire des CV et des lettres de motivation. Enfin, peut-être en compta, faut des CV quand même. Le CV, c'est bien pour se baser sur l'expérience. Et puis c'est vrai qu'en compta, on va peut-être moins faire un post Facebook, quoique, ou une vidéo, c'est toujours le bienvenu. Dans tous les cas, si vous faites un CV, déjà, écrivez ce que vous cherchez. Et si vous cherchez un stage, dites quelles sont les dates et voilà, enfin, combien de temps ça dure, etc. Oui, et puis pourquoi vous voulez aller dans cette boîte-là. Ça, c'est assez important. Une fois, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. C'était... Enfin, je sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur, mais c'est vrai que quand je fais des pitchs, je suis jamais très à l'aise. Et franchement, quand je me retrouve sur la scène avec le micro, c'est vraiment très difficile pour moi de... C'est quand la dernière fois que tu l'as fait au prix Edia, c'était un prix organisé par l'IDRAC, qui est mon ancienne école, et c'était à Lyon. Et en fait, c'était le pire pitch de ma vie. Je suis très triste qu'il soit sur YouTube. Je l'ai pas trouvé, déçu. Tant mieux. Et j'étais pas du tout à l'aise. Pourtant, j'avais bien travaillé mon texte. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à apprendre des choses par cœur. Ouais. Donc, le fait de faire un pitch par cœur comme ça sur scène, c'est jamais agréable pour moi. Mon meilleur souvenir dans l'aventure La Maconta, c'est... Je pense que l'événement fou, c'est quand Christelle a décidé de nous faire confiance en tant que première cliente. Ça, clairement, je pense que ça a été décisif et c'est un très très bon souvenir pour le coup. C'est notre premier chiffre d'affaires. Pour la première fois, on avait réussi à vendre quelque chose et puis à apporter de la valeur avec notre projet. Et ton pire souvenir dans l'aventure, c'est ? Je pense que ça a été quand on a appris qu'il y a eu le Covid. Clairement, nous, on venait de se lancer. On commençait à se faire connaître. On avait déjà quelques clients, même si on venait de créer la société en tant que telle, on avait déjà un petit chiffre d'affaires. Et le fait que tout s'arrête, on pouvait plus appeler personne parce que forcément tout le monde était en télétravail, tout le monde n'avait pas forcément de portable pro. Donc là, ça a été très compliqué. Et puis en plus, ce qui n'aidait pas, c'est qu'avec Jason, on était partis de chez mes parents à cette époque-là, et donc on avait un appartement de 26 mètres carrés à deux. Assez sombre et du coup de vivre le confinement comme ça c'était assez compliqué. Okay. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Vous aviez commencé à faire du chiffre d'affaires avant de créer la boîte. Oui. Vous aviez du coup une auto-entreprise ou quelque chose comme ça? C'est comme ça que vous jouez? Oui. Ok. C'est ça. C'est un sujet qui peut m'intéresser les gens, c'est pour ça.
Oui, en fait, là pour le coup, ça c'est un conseil qu'on a suivi, c'est que ça sert à rien de monter une boîte s'il n'y a pas de chiffre d'affaires ou, enfin, ça n'a pas d'intérêt. Autant faire une auto-entreprise, ça prend 10 minutes. Et comme ça, en plus, le jour où si on doit fermer l'auto-entreprise, c'est pas très grave. Complètement. Très bien, c'est un conseil que j'ai donné il y a pas longtemps, donc c'est bon, on a la même vision des choses. Là, on arrive à la fin de l'interview et je vais te poser mes 8 dernières questions que je pose toujours à tout le monde. La première, c'est si les gens ont trouvé notre échange intéressant, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ton actualité, etc. Sur LinkedIn. Je suis beaucoup sur LinkedIn. Ok. Sur Twitter aussi un peu. Oui, mais pour le coup, les messages, je suis plus ceux de LinkedIn. Okay. Bon, je réponds quand même aux messages Twitter, mais il y a des chances que je le vois un peu après. Ok, ça marche. Si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu, tu me réponds quoi ? Mon actu, c'est une actu qui arrive bientôt, le lancement de la V2 de la Maconta, sur laquelle, d'ailleurs, quand t'es arrivé, on travaillait encore dessus. On en est très fiers et on a hâte que vous puissiez la découvrir. Ça sort quand ? Courant septembre. Ah oui, d'accord. Courant septembre, logiquement. Il y a un peu de temps. Oui, il y a encore un petit peu de temps. En fait, il y a beaucoup... Enfin, nous, on en voit le bout, mais c'est le temps aussi de faire tous les tests et... Ouais, complètement. Et de aussi le montrer à nos clients. C'est quoi l'outil qui te fait gagner le plus de temps au quotidien ? Pipedrive. Ok. Pipedrive. En réalité, j'avais préparé cette question, j'avais écouté tes podcasts et je me suis dit, oh là là, il y a plein d'outils que j'adore. Et vraiment, Pipedrive, c'est mon CRM préféré. C'est quoi ton rêve ? J'ai un rêve, je ne sais pas s'il se réalisera un jour, mais j'aimerais bien être digital nomade. Ok. En fait, j'ai entendu ce mot un jour à un mashup. Mashup m'a apporté beaucoup dans la vie. C'est peut-être ça qui m'a poussé à entreprendre d'ailleurs. Et le thème c'était digital nomade, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et en fait, quand j'ai découvert qu'on pouvait voyager et travailler, je me suis dit mais c'est formidable. Donc voilà, mon rêve ce serait peut-être de faire ça plus tard. Je pense. Hein. Tu sais que Crisp, la boîte elle a tourné pendant 2 ans où ils étaient. Crisp, ils sont incroyables, Crisp. Peut-être qu'il n'y a que eux qui peuvent faire ça. Je crois que Stripe ils font ça aussi. Je crois qu'il y a une grosse boîte américaine où ils font ça. Il y en a de plus en plus qui font ça et je pense qu'aujourd'hui nous on n'est pas assez organisés pour le faire, mais peut-être plus tard quand on aura une plus grosse équipe. Ouais. Si tu devais te tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre ? Ce serait quoi le titre ? Alors je sais pas ce que serait le titre. Mais en tout cas, j'aurais envie que ce soit autour du sujet de si on donne, on reçoit toujours derrière. Okay. Et en fait, je pars du principe que c'est bien de soit donner de son temps, soit aider quelqu'un. Et même sans rien attendre en retour, puisque derrière, ça va nous revenir d'une façon ou d'une autre. En tout cas, par la même personne, d'ailleurs. Oui, en tout cas, moi, ça m'a toujours beaucoup apporté de faire ça. Ok. Qui me recommanderais-tu d'inviter sur ce podcast ? Je pense que tu pourrais interviewer Quentin Georget de Capsense. Il a créé une société pour l'aide à la gestion des OKR dans le cadre d'une levée de fonds. Okay. C'est super intéressant. Et avant, il était aussi cofondateur de Bicast. Ah oui. Voilà, c'est quelqu'un qui est très chouette, qui nous a aidés aussi. Pareil, qui donne de son temps sans rien demander en retour. C'est vraiment quelqu'un de sympa et son parcours est intéressant. Dis-nous quelque chose de surprenant sur toi. Je sais pas si c'est surprenant, mais en tout cas, je passe une grande partie de ma journée à chanter. Mais pas chanter comme à The Voice, hein, juste chanter ce que je fais. À me meumer. Oui, c'est ça. Si on associe Audrey au mot contrevent dans une phrase, ça t'inspire quoi ? Je pense que là où on est à contrevent, c'est avec la Maconta par le marché qu'on adresse. Et moi, j'avoue, j'aurais jamais pensé un jour dans ma vie que je travaillerais dans le monde de l'expertise comptable. C'était clairement pas... j'avais jamais envisagé. C'était pas ton rêve, là, pour le coup. Non, parce que j'avais la même vision que toi et la plupart des gens. Je pensais pas que la compta, ça pouvait être sexy, mais en fait, ça l'est. Hein. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Salut. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre,
Tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcasts, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast. Je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech, GROWTH espace TECH, et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans 2 semaines. Kenavo. Bye. Ciao.